À Nankou, j'ai pas supporté cette phrase. Nankou, ayons, on verra bien. Comment on se sent quand quelqu'un nous dit ça? J'ai fait une crise sévère, transfusion sanguine, oxygène et tout. Le patron en question, il est venu à l'hôpital. Il n'a même pas daigné à rentrer dans la salle d'hospitalisation, venir me voir. Nous rappeler tout le temps qu'on ne doit pas être ensemble en couple. C'est vrai que ça commence là, mais mis à part ça, comment on est traité en société, on est très nombreux dans ce cas, étant drépano, à être très compétents, à être très intelligents. Qu'on puisse se baser sur la santé de quelqu'un pour la menacer, c'est de l'injustice. Il faut que ça s'arrête. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche des millions de personnes. Elle se caractérise différemment chez les patients, mais tous conviennent de déclarer que c'est une maladie assez pénible. Je suis Karma Cheke et aujourd'hui, on ne parle pas seulement de santé, on parle de dignité. Parlons drépanocytose. Et pour cela, je suis avec Madame Priscilla. Madame Priscilla, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, si vous devez vous présenter au-delà de la maladie, comment aimeriez-vous qu'on vous découvre? Je suis Priscilla Podonro. Je suis restauratrice, porteuse de la drépanocytose, SS de surcroît. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours personnel, professionnel et comment vous êtes arrivé là? Personnel, en tant que drépano, je suis le genre de personne déjà qui notifie tout le temps à l'école qu'elle est drépanocytaire. C'est un mal c'est mal vu, c'est très peu connu et beaucoup nous jugent sur notre physique déjà. Je remercie Dieu pour le physique que j'ai. Certains amis n'ont pas ce même physique et déjà on est très vite jugé par rapport à notre physique. On est souvent traité de paresseux parce qu'on n'a pas la même énergie, tout comme des personnes lambda. On se fatigue très vite et c'est ce pourquoi aussi on nous traite de paresseux. Et à l'école déjà, le stress, les critiques des amis, les malentendus, les saisons pluvieuses aussi, fait qu'on fait assez de crises. Côté professionnel, pareil pour moi, je notifie tout le temps. Non pas parce que je voudrais qu'on me prenne comme une malade, mais on essaie de me donner la place qu'il faut, on essaie de me comprendre quand je dirais que ça ne va pas. Voilà, un peu. Ok. Comment arrivez-vous à gérer le regard des gens, comme vous affirmez déjà dès le départ à chaque fois que vous portez la maladie? Ça me dit pas grand-chose, honnêtement, parce que j'ai un mental très solide. Et je suis pas le genre de personne qui se base pour sa maladie pour ne pas faire telle ou telle chose. C'est plutôt me surpasser. Et je pense que le regard des autres sur moi, je dirais, si c'est pas trop dur, je m'en fous, royalement. D'accord. Donc le stress à l'école, le temps aussi, la météo peut faire naître des crises. Oui. Voilà. Donc pouvez-vous m'expliquer réellement ce qu'est une crise drépanocytaire? Déjà, une crise drépanocytaire, beaucoup la définissent comme la maladie des os et que la crise, c'est souvent au niveau des os. Non, c'est plutôt au niveau des articulations. On n'a pas l'hémoglobine normale. Chez nous, c'est souvent en forme de haricot. C'est pour ça qu'on nous dit de souvent boire beaucoup d'eau, assez d'eau. L'acide folique aussi, ça permet de fluidifier le sang. Parce que un drépano qui ne boit pas assez d'eau affaiblit ses globules. Ce sont ces gros globules qui s'entassent au niveau des articulations et qui donnent des crises. Cela fait très mal. Je ne saurais pas pourquoi décrire Cette douleur. cette douleur. C'est indescriptible pour moi. Il faut la vivre, il faut Comprendre. Ok. Donc les crises sont généralement ressenties dans les articulations. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres symptômes apparents pour que les personnes autour
puisse réellement savoir que telle personne est vraiment en train de souffrir? Les symptômes, non. Il y a juste la couleur de nos yeux déjà qui nous prévient. Euh, la couleur jaune, c'est souvent jaune. Ça nous prévient déjà quand on ne boit pas assez d'eau. Quand on a les urines foncées au lieu d'être claires, elles sont plutôt foncées. Là, c'est plus pour un porteur de la drépanocytose. Quand il voit ces signes, ou un parent drépanocytaire qui remarque ces signes, qu'on sait qu'il y a une crise à l'approche. Et il y a pour certaines personnes, tu n'as peut-être pas les yeux jaunes, mais quand il y a un petit palu qui s'annonce et qu'il est maltraité ou une infection, tu peux déjà faire des crises. Mais là, des symptômes là tout de suite, je pourrais décrire peut-être la fatigue. C'est juste la fatigue. Pour quelqu'un qui doit remarquer que un malade est en train de faire une crise. C'est vraiment la fatigue. La fatigue. Ok. Donc, généralement, est-ce que toutes les crises terminent à l'hôpital ou il y a des crises qui peuvent se gérer à la maison tranquillement, sans trop de bruit? Okay. Si, il y a des crises qui peuvent se gérer à la maison. Mais je dirais plus pour les ados et les adultes, pas pour les enfants. Pour les enfants, les parents doivent être vraiment attentifs et dès les premières crises, même le petit mal de tête, aller à l'hôpital. Mais pour les ados et les adolescents qui connaissent déjà leur corps, je pense qu'il y a des crises. Je fais des crises que je gère à la maison. Mais au bout de 2 jours, quand ça ne va pas, c'est direction l'hôpital parce qu'après, ça s'aggrave et c'est hospitalisation directe. Ok. On dit souvent que les SS sont les personnes qui ressentent plus la maladie. Oui, nous sommes des personnes qui ressentent plus la maladie. Les SS, les SC et les CS. Ok. À partir de ces trois-là, les crises sont vraiment douloureuses. D'accord. Mais parfois, il y a des AS qui font aussi des crises comme des SS. Là, c'est quand le S, il est élevé. Il est dominant. Ok. Donc, est-ce que au niveau de votre entourage, vous ressentez le soutien des personnes, la compréhension surtout, et le soutien? Oui, au niveau de mon entourage, côté famille, Oui. amis, oui, beaucoup. Beaucoup, à telle enseigne que des fois, tu regrettes même que tu sois malade parce que le simple fait d'oublier ton pull, tu as des problèmes avec eux. Le simple fait d'oublier de prendre tes médicaments ou boire de l'eau en intervalle d'1 heure quand tu touches pas ta bouteille d'eau. Tu as des soucis avec. Il y a le soutien hier. Je crois que c'est vraiment une grâce que peut-être tous les malades n'ont pas, parce que avoir un entourage qui soutient et qui reconnaît vraiment les effets de la maladie, Ça aide beaucoup. Voilà, ça aide à éviter certaines choses. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici pour écouter votre histoire, une histoire qui vous a marqué, une histoire qui a défini, je ne sais pas, un peu votre parcours professionnel et qui vous a motivé à être ici aujourd'hui. Et nous voulons vraiment avoir votre version et savoir comment ça s'est passé et comment vous l'avez ressenti. Si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup subissent la même chose. Il y a quelques années de cela, j'étais gérante d'un restaurant et bien avant de prendre possession du poste, j'ai notifié que j'étais drépanocytaire. Non pas parce qu'il faut avoir pitié de moi, mais qu'il faut euh, me laisser la possibilité de travailler en paix, c'est-à-dire sans stress. C'est vrai qu'aucun boulot n'est stressant, mais il faut rappeler que le premier signe déclencheur des crises chez un drépanocytaire, c'est le stress. C'est pour ça que je prends tout le temps et de notifier cela. J'ai notifié cela, j'ai eu possession du poste, tout se passait bien. Je me suis surpassée comme d'habitude à telle enseigne où l'ancien gérant du restaurant est venu me tirer chapeau parce qu'il ne comprenait pas comment j'ai fait en moins de 2 mois à changer l'image du restaurant,
à drainer plus de la clientèle. Tout se passait bien jusqu'à ce que le restaurant prenne feu. Bien avant cela, le personnel, il y a une partie du personnel qui ne me supportait pas parce que j'étais moins âgée qu'eux, j'étais plus compétente qu'eux. Et cette partie du personnel, c'était plus à la cuisine. Pourquoi? Parce que je venais tout le temps réclamer des plats que la clientèle me demandait. Moi, je suis là pour faire des chiffres. Moi, je suis là pour donner des résultats. Et déjà, en tant que personne, déjà, j'ai des diplômes dans le domaine. Donc, je suis pas au poste cuisine, je suis au poste restaurant, gérante. Donc, ça englobe tous les départements. Donc, pas moment où je rentre en cuisine pour essayer de satisfaire le client. Quand un client, pour garder, pour fidéliser un client, Oui. il faut pouvoir le satisfaire. S'il choisit d'être avec vous et peut-être changer un menu et que vous avez la possibilité de lui donner ce menu, à court sur vous allez le fidéliser, il reviendra à la pause. Donc, cette partie de la cuisine ne me supportait pas parce que je revenais tout le temps exiger à ce qu'on fasse tel ou tel plat pour la clientèle. Le client est roi. Le client est roi, bien sûr. Le client, il est roi. Donc, moi, j'étais là pour des chiffres. Et c'est comme ça n'allait pas entre nous. Il y avait tout le temps la tension, le harcèlement. Et ça empiétait vraiment sur moi, mon boulot. Ça empiétait même sur ma santé. Mais j'arrivais toujours à tenir le coup. Jusqu'à ce qu'un jour, on a eu un conflit. Et ça a dégénéré. Au point où ce cuisinier m'a dit, Amadewa, t'es où? En un coup. C'est dur, hein? J'ai pris sur moi et c'était la goutte d'eau vraiment qui a débordé. Et j'en parlais déjà au propriétaire, au directeur. Il ne voulait pas m'apporter ce soutien sur ce côté-là. Puisque c'est moi la gérante, il me disait, gère à ta manière. Gérer à ma manière, d'accord. Je ne suis qu'un employé aussi comme les autres. Mais pour faire régner la paix, faudrait que tu apportes aussi ta voix. Faudrait que tu t'y mettes aussi pour faire régner la paix et que le travail soit bien fait. J'ai pas supporté cette phrase. À Nankou, ce jour-là, je lui ai répondu, Nankou, ayons, on verra bien. Si moi, ma maladie, ma drépanocytose n'a pas pu atteindre à ma vie jusqu'à ce jour, c'est pas toi qui va me tuer. En effet. Sur ce, j'en prends garde. Et c'est comme ça, je suis allée voir ma famille. Je n'ai pu en parler, j'en ai pu en parler à mon patron. Je suis allée voir ma famille. Ils s'étaient tous révoltés, au point même de venir de venir régler ça. Mais je leur dis non, je suis assez âgée et responsable pour gérer. Et là, ils m'ont dit, compte tes dispositions, parce que sinon on doit venir, on va venir semer de tes cas. C'est là, je suis allée, avec eux, on s'est entendu, je suis allée lui porter plainte directement. Et le courrier est venu. Le commissaire avec qui j'ai déposé la plainte m'a dit non, je peux pas te donner, je peux pas te laisser les courriers sans que le patron intervienne. Cette histoire n'est pas claire. Peut-être que tu as quelque chose à voir. Donc, je porte plainte au personnel, comme tu le dis, et au directeur. Donc, c'est comme ça le courrier leur est parvenu. Et la paix a régné quelques temps parce qu'il préparait aussi son voyage. Là, il est parti. Le patron. Oui, le patron, il est parti. Bien avant qu'il ne parte, le restaurant avait pris feu. Donc, toute la charge reposait sur moi. Il fallait aller chez les pompiers, chez l'assureur, gérer le matériel. Il fallait tout faire comme si c'était mon chantier à moi et tout. Et je travaillais de nuit, ce qui n'était déjà pas bien pour ma santé. Mais je me disais, voilà, c'est le seul boulot, c'est le boulot que j'ai trouvé. Il est
assez bien payé. Oui. Pourquoi ne pas? D'autant plus que le patron vous faisait confiance au point de vous laisser Voilà. les travaux de réaménagement après l'incendie. Bien avant ça, dès le début, c'est un travail de nuit. Les travails de nuit, nous sommes le type de personnes très fragiles et il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, surtout être exposé aux moustiques. Déjà, c'était un restaurant en plein air. J'étais beaucoup exposée aux moustiques et je finissais tard, ce qui n'était déjà pas bien pour ma santé, mais je me disais que j'allais y arriver et je le faisais. Je travaillais de 15 heures, de 17 heures, de 16 heures, pardon, à 10 heures. Et souvent, quand on a des manifestations, on finit au-delà de 3 heures du matin. Donc, le restaurant qui prend feu, il fallait rénover, suivre le chantier. Et tout ça, ça pesait sur moi. Lui qui est parti après l'incendie. Et là, il fallait me voir travailler du matin au soir, voire une heure quand on a de la clientèle. On peut pas renvoyer la clientèle. Et je travaille maintenant 7 jours sur 7. C'est vrai qu'il y avait un gérant de jour, mais moi, je gérais, même quand il était là, je venais en journée, je suivais et le chantier, je prenais possession de mon boulot. Et c'est allé jusqu'à 2 mois. Il est rentré. Une semaine après, mon corps a lâché, ce qui est normal. Je ne pouvais pas supporter. Donc, j'ai fait une crise sévère parce qu'il y avait un palu qui m'a poussé à avoir une anémie Ok. et mes voies respiratoires aussi ne supportaient plus parce qu'il y avait la poussière, Oui. il y avait le ciment, il y avait tout ça. Donc, crise sévère, transfusion sanguine et oxygène et tout. Je suis restée 2 semaines, pardon, hospitalisée. J'ai fait 3 semaines de convalescence. Et à chaque fois que je rappelais, et ce qui m'a même choqué, le patron en question, sachant que j'étais hospitalisée, Il vous demandait de travailler. Vous étiez le indispensable. travail ne... Je continuais de travailler par SMS, je continuais de demander des rapports, l'assureur, je continuais de gérer certaines choses, mais Ah, c'est dur. On peut faire une pause si vous voulez. Est-ce que ça peut aller? C'est bon? oui, c'est bon. D'accord. Continuez pas à travailler, monsieur le lit d'hôpital par SMS. C'était pas un problème parce que je me disais, on a tous galéré ensemble, on a vu le restaurant pris feu et pourquoi ne pas continuer pour que le restaurant prenne vie et ait une belle image. Donc, je continuais toujours par relancer certaines personnes quand ils me le demandaient. Il est venu à l'hôpital. Il n'a même pas daigné à rentrer dans la salle d'hospitalisation, venir me voir. Il a juste appelé mon frère, à qui il a remis l'enveloppe, mon salaire, et il est reparti. Quand je suis sortie de l'hôpital, pendant ma période de convalescence, je continuais toujours, j'appelais, toujours, relançais tout le monde. Et j'aurais appris que les travaux ont évolué. L'assurance que je harcelais a fini par débourser. Il a pris cet argent, il a continué les travaux, il a rénové et tout, Sans vous informer. sans m'informer. À chaque fois que je disais que j'allais reprendre possession du boulot, il me disait non, ça va aller, prends ton temps, guéris, tu as besoin de repos. Et un jour, je suis allée là-bas. J'ai demandé à le voir. Et tiens, qui je vois? Le cuisinier et en même temps le gérant et en même temps Un sacré coup dans le dos. il lui a confié l'entière responsabilité du restaurant. Là, ça passe. Je comprends qu'il soit l'ancien et qu'on puisse avoir confiance en lui pour lui confier certaines tâches. Ce qui est normal puisque je suis pas là.
Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que le personnel que j'avais embauché quand j'étais En service, en service, parce que j'avais besoin vraiment main-d'œuvre. de main-d'œuvre à des postes donnés. Ce personnel que j'ai embauché et que j'ai renvoyé parce que le manque de respect s'était installé, il a pris la peine de rappeler tout cela et chacun a pris possession de son poste. Je suis partie, je l'ai appelé, c'est toujours pareil, repose-toi, on verra. Et un jour, je repars là-bas, je le vois fortuitement. Qu'est-ce que j'entends? Non, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus continuer par travailler, comme tu connais ta maladie. Oh là là. Mais cette maladie-là n'avait pas empêché de travailler pendant 2 mois avant tous ces événements. Merci, cette maladie-là. Il n'avait pas tenu compte de cette maladie-là, il avait tenu compte de la personne en face. Oui. Il avait tenu compte de la compétence. Il avait tenu compte de la confiance de cette personne, Oui. à tel point de lui laisser ses clés et même euh, faire en sorte que cette personne connaisse chez lui et l'envoyer même quelquefois déposer des dossiers chez lui à la maison. Il n'avait pas tenu compte de ma maladie, mais pour me licencier, il a tenu compte de cette maladie et c'est ça qu'il a pris comme argument pour me licencier. On va dire que c'était qu'une excuse, hein, sinon. C'était qu'une excuse. Ah là là, c'est vraiment une histoire émouvante. Je me demande comment vous avez pu vous en sortir déjà mentalement, comment vous avez pu évoluer. Moi, je me dis, pourquoi être resté après l'incendie? Je ne sais pas. Pour quelqu'un déjà qui ne peut pas supporter la poussière, les péripéties, tout ça, pourquoi n'être pas parti en même temps pour se dire, de toute façon, il y aura beaucoup de travail et forcément la clientèle va diminuer vu qu'il y aura des travaux sur le restaurant. Pourquoi n'être pas parti? Parce que j'étais déjà, après lui, c'est moi. Il y avait déjà, J'avais déjà accompli beaucoup de choses oui, et il m'avait déjà prévenu pour son voyage. Du jour au lendemain, un restaurant qui prend feu et c'est ce qui te rapporte déjà là le ton pain. mm, Il faut aussi dire que j'avais un second boulot. J'aime beaucoup me challenger, me surpasser. J'avais un second boulot. Je pouvais le laisser tomber à cette période-là, comme vous l'avez dit. Mais il y avait un conflit dans la maison. Et parti comme ça, c'est un peu comme si je donnais raison à tout cela. Non, je tiens beaucoup à mon image. Je tiens beaucoup à mon image. Je voulais vraiment prouver et rétablir ce problème avant de partir. montrer C'est votre vrai quand, c'est vrai que après j'ai beaucoup regretté parce que de l'autre côté, c'était un travail de jour Mhm. de 7 heures à 15 heures et de son côté de 15 heures à 1 heure. Mais c'était mon premier boulot ici. Mhm. De l'autre côté aussi, je gérais bien. Et la patronne de l'autre côté aussi m'a beaucoup supplié. Elle m'a, oui, beaucoup supplié de rester parce qu'elle aimait vraiment ma personne. Les clients aussi m'ont tellement réclamé. J'étais sur une balance et je voulais vraiment laver mon image avant de partir. Comment ça s'est passé dans votre second boulot alors, pendant votre période de convalescence? Est-ce que vous avez déjà reçu des visites pour voir comment vous alliez? Non, quand il voyageait, j'ai laissé tomber le second boulot Ok, pour pouvoir plus me concentrer. donc, Parce qu'il fallait gérer et le matin et le et soir, le toute soir. la journée Je ne parfois, oui, pouvais plus supporter. en effet. Donc, il y a un truc qui m'a choqué dans votre récit. Je veux traduire ça comme de toute façon, tu vas mourir. Donc, comment on se sent quand quelqu'un nous dit ça? C'est vrai, vous avez porté plainte, mais ça n'efface pas le préjudice moral qui a été. Donc, comment on se sent? Déjà, moi, je suis habituée à cette phrase parce que même avec les amis à l'école, mais on dit qu'à un certain âge, vous mourrez, vous faites ci. Mais que quelqu'un avec qui tu as un conflit te dit ça,
C'est dur. C'est dur, ça t'anéantit, ça crée vraiment un choc émotionnel et ça t'emmène à douter. Ça t'emmène vraiment à douter. Moi, j'ai eu peur. C'est vrai que je suis très croyante et je lui ai dit que tant que ma maladie ne m'a pas tuée, C'est pas lui qui c'est va me pas tuer. lui qui va me tuer parce que lui, il n'est rien. On a tous un créateur en rien, quoi. Mais honnêtement, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce qu'on puisse se baser sur la santé de quelqu'un pour la menacer. C'est dur, C'est dur, c'est triste, c'est méchant. en effet. De toute façon, on va tous mourir Mourir un un jour. jour. Donc, Mais franchement, c'est pas nos, chers drépano, c'est pas notre maladie qui va nous emporter. Croyons tous pour cela. en effet. Ok. Donc, pensez-vous déjà que beaucoup de drépanocytaires vivent ce genre de situation au quotidien, à l'école, au travail, entre amis? Oui, beaucoup vivent. Ils en parlent peu. Ils en parlent peu, ils aiment se taire, ils aiment subir. Je comprends, même des parents n'aiment pas en parler. Parce qu'ils se disent, on va se baser sur ça pour te faire mal, pour faire mal à ton enfant. J'en ai pas échappé, la preuve. Il m'a menacé de mort parce qu'il savait que j'étais malade. Beaucoup continuent de vivre cela en société, surtout socio-professionnelle. Beaucoup. Et je pense qu'il est temps qu'on en parle. Vraiment. Parce que vous restez quand même des êtres humains avec la maladie et c'est normalement du soutien que les autres devaient vous apporter et de la compréhension aussi. Donc, dans toute cette situation, qu'est-ce qui vous a le plus affecté? Est-ce que c'est le fait de perdre votre emploi ou le fait de perdre votre emploi à cause de la maladie? Vous ne vous êtes pas dit, je ne sais pas, j'aurais aimé ne pas être malade ou je ne sais pas comment. Qu'est-ce qui vous a le plus affecté? Ce qui m'a le plus affecté, c'est le fait d'avoir perdu le boulot à cause de la maladie. Qu'on se base sur ton état de santé pour te licencier, sachant bien que tu es une personne Compétente très compétente et loyale. et on est très nombreux dans ce cas, étant drépano, à être très compétent, à être très intelligent, à se surpasser quand on nous confie des tâches. Donc, un sentiment d'injustice. C'est de l'injustice. Il faut que ça s'arrête. Ok. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que vous êtes guéri de cette situation-là que vous avez vécue il y a 8 ans? Je crois bien 8 ans que vous avez vécu cette situation-là. Est-ce que aujourd'hui vous êtes guéri mentalement? Mentalement, je dirais que je suis guérie, mais écouter, entendre le vécu de certaines personnes, voir certaines personnes subir encore, ça, c'est choquant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Parce que j'estime qu'on a notre place en société. Mhm. En société, on devrait pouvoir nous laisser... euh, on a un handicap. Notre maladie, c'est un handicap. Certes, c'est un handicap invisible, mais c'est pas une raison sur laquelle il faut se baser pour nous enfreindre, Mhm. pour nous limiter à Oui. certaines choses. Oui. Je pense que on est en 2026, la mentalité a évolué et on devait donner la chance et laisser chacun d'entre nous pouvoir exercer vraiment comme il le faut. Je crois que c'est déjà une marque de courage de pouvoir parler de ce que vous avez vécu ouvertement. Et qu'est-ce qui vous motive réellement à en parler aujourd'hui, après 8 ans dans le silence, on va dire ça comme ça, à crier réellement ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive réellement, c'est comme je viens de le dire, c'est de pouvoir voir encore certaines personnes subir cela. Ça continue et c'est de trop. Aussi, on parle souvent de drépanocytose, mais on ne parle pas de notre quotidien.
on ne parle pas de nos vécus. On ne parle pas de ce que on a l'habitude de subir en côté professionnel. Pour nous qui sommes adultes, on ne parle pas de ce qu'on subit en tant qu'enfant à l'école. Parce que j'ai pris par là. Tout le monde a pris par là. J'étais hospitalisée en avril et j'ai eu à rencontrer un patient aussi drépanocytaire qui subit encore cela. Et là, ça m'a choquée. Ça, j'ai vraiment pris un coup. J'étais prêt, on devait presque me libérer. Je n'ai pas su quand il partait parce qu'on l'a libéré avant moi. J'aurais aimé prendre son contact et l'aider. Et je me suis dit, si j'ai pas pu l'aider lui, pourquoi ces personnes dans ce cas, étant encore élèves, étant encore écoliers, étant encore étudiants, ne puissent pas dévoiler, ne puissent pas en parler pour qu'ensemble, on puisse bannir cela. Sensibiliser les gens sur la drépanocytose, nous rappeler tout le temps que on ne doit pas être ensemble en couple. C'est vrai que ça commence là. Mais mis à part ça, comment on est traité en société? À l'école, je me rappelle, c'est vrai, j'ai toujours la présence d'esprit de notifier cela. Et beaucoup de professeurs et même d'amis, que je remercie au passage, qui tomberont sur cette vidéo, m'aidaient aussi à m'en sortir. Me rappelaient de boire de l'eau, ne me jugeaient pas sur mon physique et ma santé, m'apportaient du soutien. Mais il y en a d'autres, comme ce patient que j'ai eu à rencontrer, son physique, c'était pas ça. À 18 ans, qui avait l'air d'un enfant de 10 ans. C'est pas facile. Qui passe son temps à se faire harceler par ses amis, à l'école, au quartier. Et tout le temps, c'était la même chose. On le critiquait par rapport à son physique. À tel on sait qu'il était renfermé. Et sa maman nous a dit que il faisait régulièrement des crises, ce qui est normal. Parce qu'il est tout le temps stressé. Même sorti dans le quartier pour aller acheter telle chose. Il pensait déjà au harcèlement des voisins, déjà dans la cour. Le regard des gens. Le regard des gens. Et ça, l'enfant est à 18 ans, qui est encore en 6e ou en 5e, qui n'a pas l'air, il n'est pas du tout très développé. Et tu sens là tout de suite qu'il est drépanocytaire parce que ça est atteint. Il est maigre, il a les yeux jaunes et les cris sont répétitifs à cause du stress et du harcèlement qu'il subit. Donc, arrêtons tout le temps de crier. Évitez de vous mettre ensemble. C'est normal. C'est la première des choses déjà à combattre. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le vécu et le ressenti. Merci. Déjà que à l'école, c'est compliqué parce que les enfants, c'est plus des taquineries. Ils ne prennent pas réellement compte de ce que la personne peut ressentir. Pour eux, c'est vraiment, je suis en train de rigoler avec toi. Et si la personne malade grandit avec ce sentiment-là et se dit même que c'est normal, arrive à se dire que c'est normal qu'on le traite ainsi, c'est déjà vraiment une atteinte à sa santé mentale et tout ça. Donc, si une personne drépanocytaire nous regarde là tout de suite, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Évite de te taire. Affronte le regard des gens. Sors de l'ombre. Tu as une maladie. Ce n'est pas pour autant que tu es malade. N'accepte pas que tu es malade. Tu peux te surpasser. Tu peux mieux faire. Et combat ces préjugés, combat ce harcèlement et
bats-toi pour avoir aussi cette place en société. D'accord. Et un message aux employeurs parce que c'est vraiment ça qui est le plus important ici parce que vous avez quand même la chance de pouvoir faire l'expérience professionnelle. Donc, un message aux employeurs qui feront face à des personnes portantes de la maladie. Si j'ai un message à passer à ces personnes, vous avez recruté un malade qui peut-être ne vous a pas notifié qu'il est malade. Vous l'avez recruté, vous avez accepté son dossier parce qu'il est compétent. Le mieux à faire, c'est de le laisser exercer normalement comme toute personne normale dans la société. C'est les résultats qui comptent. Évitez de nous harceler, évitez de prendre notre statut pour nous juger ou comme argument pour nous licencier. Nous sommes doucement en train de terminer notre petit temps ensemble. J'aimerais vous demander, après tout ce que vous avez vécu, comment pensez-vous pouvoir faire face à une situation similaire un de ces jours? Je ne pense pas pouvoir faire face à une situation similaire puisque je suis à mon propre compte. Ah, Je suis à mon propre compte. ok. Bah, vous travaillez dans quoi? Dans quoi vous vous êtes investi? Je vais dire, vu que vous travaillez à votre propre compte. Et comment ça se passe? Je suis à mon propre compte et je suis restauratrice. Ok. Donc, j'ai exercé en tant que gérante et je me suis dit, j'ai fait la restauration générale, hôtellerie et restauration. Pourquoi ne pas aller à mon propre compte? Ok. Et je me suis spécialisée au départ, dans la friture de tomates communément appelée dja Mhm. et les nems. Oui. Donc, je fais plus les nems surgelés Ok. et frits à la demande du client. Ok. Et du piment aussi, du Ok. piment de table et pas mal d'autres choses. Ok. Ça fonctionne, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. D'accord. Donc, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que vous êtes en couple? Non, je suis pas en couple. Est-ce que cela a rapport avec la maladie? Est-ce que vous voulez nous en parler? Malheureusement, oui, ça a rapport avec la maladie. Et on n'était pas compatibles. Ok. C'est vrai que j'ai trouvé Il n'y a jamais de parfait partenaire, il n'y a jamais de bon partenaire. Mhm. Mais au moins, j'ai trouvé mon bon partenaire. Mais malheureusement, la maladie nous a séparés. Donc, il est AS. Non, il n'y a pas AS. Moi, je suis SS, mais il n'était pas A. Il n'était pas AA. Il n'était pas AA. Oh là là, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, c'est vraiment à cause de la maladie que vous avez été obligé de vous séparer. Oui. Ok, donc est-ce que vous pensez que ce serait facile pour vous de regarder d'abord le résultat de la personne avant de décider de tomber amoureuse maintenant? Les gens vont me lancer la pierre. J'accepte. Mais je me dis parfois là, mais faut laisser les choses faire sans fouiller. C'est-à-dire, faut laisser les choses telles qu'elles sont. On va me lancer la pierre, j'assume. Mais en même temps, pour être sincère, il faut toujours faire l'électrophorèse Mhm. avant d'engager une relation. Ça permet aux deux parties d'avoir moins mal à la fin. D'accord. Ok. Donc, est-ce que au terme de cette émission, de cet échange, vous avez un message à passer? Parce que voilà, on va bientôt se laisser. Un message à passer à la communauté drépanocytaire, c'est d'éviter d'être timide, c'est de notifier qu'on a une maladie déjà à l'école, surtout les parents, s'il vous plaît, notifiez aux professeurs, aux surveillants, aux directeurs que vous avez des enfants malades parce que les crises, vous les connaissez, quand ça commence, c'est pas joli à avoir. Toujours avoir ses médicaments sur soi, toujours
avoir de l'eau, boire de l'eau. Et ceux qui sont en société, ceux qui ont des boulots, ne vous taisez pas. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes malade, certes, mais vous êtes compétent. Si vous avez pu avoir la chance d'avoir un emploi, c'est que vous avez étudié pour ça. Vous avez eu des diplômes pour ça, pour être à ce poste. On a validé votre dossier pour vous mettre à cette place. Donc, que personne ne vous influence et que personne ne vous juge par rapport à votre statut. Si déjà vous êtes à cette place, c'est parce que vous le méritez. Donc, sortez de l'ombre, bataillez et si possible, faites comme moi, hein. Allez porter plainte et allez même en justice. Allez voir même le ministre de la Santé. On a un handicap. Notre handicap n'est pas visible. C'est pas parce qu'on est potelé. Il y a des personnes plus à l'aise, plus grosses que moi, qui, à vue d'œil, physiquement, ne ressemblent pas des parasitaires, grâce à Dieu, mais qui, à cause du stress, qui est l'élément déclencheur des crises, font souvent des malaises, font souvent des crises, et ne les jugez pas par rapport à ça. On est compétent, on n'est pas paresseux. Notre maladie nous limite, certes, mais on peut toutefois se surpasser. Merci, c'était vraiment un plaisir de partager ce temps d'échange avec vous. J'en ai appris beaucoup. Merci. Voilà, merci à vous. Donc, c'était tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. Prévenir les couples, c'est bien, mais il faut aussi faire attention aux malades. Nous sommes disponibles si vous avez besoin de parler ou de partager votre expérience. Contactez-nous au 01 97 18 20 00. Merci et à la prochaine.